Plus dans le détail, je me retourne tout naturellement, car ça va dans la droite ligne de ce que vous venez de dire, vers l'homme de terrain, Grégoire Chertok, un terrain particulièrement chahuté. Alors vous allez nous dire si effectivement le fait que les banques aient franchi la ligne rouge des titrisation suffit à expliquer ce qui s'est passé. Je rappelle simplement que vous êtes membre du CAE, le Conseil d'analyse économique qui conseille le Premier ministre, si vous le savez. Vous êtes surtout associé gérant de Rothschild. Mais vous pratiquez donc votre métier dans le cadre discret et un peu particulier des banques d'affaires. Alors vous nous rappellerez peut-être, pour ceux qui ne voient pas exactement la différence entre une banque de dépôt, celle que vous voyez au coin de la rue, et la banque d'affaires qui n'ouvre peut-être pas forcément toutes ses portes à ceux d'entre vous qui aimeraient y mettre leur épargne. Merci beaucoup. Et puisque vous m'avez promis qu'il n'y avait pas de cajot de tomates dans la salle, j'accepte de prendre la parole. Extrêmement serré à l'arrivée, non, j'en ai pas eu. Alors, je voudrais en fait simplement vous laisser avec 5 idées extrêmement simples, parce que je crois que j'ai très peu de temps pour parler. La première idée, c'est qu'effectivement, comme ça a été dit, les banques se sont écartées du métier traditionnel de banquier, c'est-à-dire collecter des dépôts et distribuer du crédit. Elles l'ont fait pour un ensemble de raisons, mais en particulier par la combinaison d'une exigence accrue d'afficher des profits toujours en hausse et des rentabilités des capitaux toujours plus importantes, couplées à des normes bilancielles plus strictes. Qu'est-ce que c'est qu'une banque? Une banque, c'est quelqu'un qui a un euro de fonds propres et qui, avec cet euro de fonds propres, peut prêter 12 euros aux entreprises. Alors, si effectivement cet euro doit générer de plus en plus de profits, la banque a tendance à essayer d'aller plus loin. Et alors, comment est-ce qu'elle a été plus loin? La banque a fait deux choses. La première, elle a décidé de garder moins d'encours sur son bilan, comme ça a été indiqué, et donc elle a cherché à loger ces encours additionnels dans des véhicules intermédiaires, avec la perception au passage d'honoraires, de commissions, qui, puisqu'elle n'avait plus de contrepartie en fonds propres retenus, puisque les crédits étaient sortis du bilan, avaient un impact très fort sur la rentabilité. Puis par ailleurs, les banques, en parallèle, ont décidé d'investir ces fonds propres sur les marchés. C'est parfois effectivement plus facile d'intervenir sur les marchés que d'aller vers l'économie réelle et de chercher de nouveaux crédits. D'où les aspects très spécifiques des banques d'investissement qui, contrairement à ce qu'il a été dit, ne sont pas régulées, elles sont régulées différemment. Aux États-Unis, une banque d'investissement, c'est peut-être d'ailleurs paradoxal, en tout cas c'est une des questions qui vont se poser, les banques d'investissement peuvent investir 30 euros quand elles ont 1 euro de fonds propres. Donc effectivement beaucoup plus que les banques traditionnelles. Voilà donc, je dirais, une des perversions du système au cours du temps. La deuxième idée, c'est que la crise des banques a commencé comme une crise de liquidité des banques, mais aujourd'hui elle se poursuit comme une crise de solvabilité des banques. Quand les crédits défaillants d'origine hypothécaire ont fait surface, il y a eu une crise de confiance entre les établissements bancaires parce que personne ne savait exactement qui avait reçu la contagion et quel était le degré de contagion. Donc il y a eu une crise de confiance dans le système et comme une des façons principales que les banques ont de se financer, c'est de se prêter entre elles, elles ont décidé d'arrêter de se prêter. D'où la crise de liquidité. Malheureusement, avec le temps, cette crise de liquidité, ajoutée à une crise des marchés, a entraîné une perte au niveau d'un certain nombre d'actifs, donc des provisions pour les banques, d'où une baisse de fonds propres
au moment même où elles devaient réintégrer sur leur bilan une partie des sommes qu'elles ne pouvaient plus injecter dans les véhicules intermédiaires. D'où, aujourd'hui, une vraie crise de solvabilité et un problème de crédit, puisque les banques n'ont plus la surface de fonds propres nécessaire pour continuer à alimenter l'économie réelle en nouveaux crédits. La troisième idée que je voudrais véhiculer, c'est que les banques sont une industrie extrêmement réglementée. Donc le problème n'est pas de réglementer plus, le problème est de réglementer mieux. L'exemple français. En France, les banques sont surveillées par la commission bancaire, le comité des établissements de crédit, la Banque de France, la direction du Trésor, l'AMF, pour celles qui sont cotées, et les commissaires aux comptes. Donc ça fait quand même beaucoup de bonnes fées autour du berceau. Donc la question n'est pas de savoir effectivement s'il faut plus réglementer, mais comment est-ce qu'on réglemente mieux. Réglementer mieux, ça veut dire se poser la question de la taille des bilans en fonction de la nature de l'activité, puisqu'il y a des activités plus ou moins risquées, et puis surtout d'éviter de se concentrer sur les banques en oubliant toutes ces poches intermédiaires qui ont échappé à la réglementation. Les hedge funds, des véhicules de titrisation, etc., qui avaient des effets de retour d'élastique sur les bilans bancaires tout à fait significatifs. La quatrième idée, c'est que les incitations à court terme sont néfastes. Or, je dirais, l'économie capitaliste et de marché depuis un certain nombre d'années a privilégié des incitations à court terme au détriment d'incitations à plus long terme. On peut en citer deux. C'est l'appétit des marchés, des analystes financiers, des gestionnaires de patrimoine pour des comptes trimestriels, c'est-à-dire toujours plus de pression sur les entreprises pour communiquer à court terme avec des sociétés qui sont cotées en bourse tous les jours. Quand on est chef d'entreprise et qu'il faut prendre des décisions à 3, 4, 5 ans et qu'on va être jugé dans la journée, c'est un exercice délicat. Et puis, bien entendu, la difficile question des bonus et des stock options qui doit absolument intégrer des critères de long terme, même si, ne nous leurrons pas, ça ne réglera pas tout, parce que beaucoup de banquiers, y compris chez Lehman ou ailleurs, avaient une immense partie de leur patrimoine personnel en actions de la société, et ça ne les a pas empêchés de ne pas voir qu'elle allait droite dans le mur. Enfin, c'est mon dernier point, il faut blâmer les banques, elles ont une part de responsabilité importante, mais il faut les intégrer dans un système et il ne faut pas que les autres se défaussent. Fondamentalement, je crois qu'il faudra parler des banquiers centraux et des politiques de taux bas et d'expansion monétaire qui arrangeait beaucoup de gens pendant des années. Et aujourd'hui, je dirais, la crise est d'autant plus brutale qu'elle vient après une période de prospérité très forte. Les agences de notation, on en a parlé, qui ont confondu fondamentalement deux concepts, la mutualisation du risque et la diversification du risque. Le caractère procyclique des normes comptables, tout ça dans un contexte, on l'a dit, de mondialisation et d'interdépendance. Donc je dirais, en guise de conclusion, quelques pistes pour l'avenir, plutôt mieux de réglementation plutôt que plus, des normes comptables qui doivent être totalement réfléchies. Il ne faut pas, je dirais, il faut résister à la tentation anglo-saxonne du mark-to-market sur ces normes comptables. La question des ventes à découvert qui est un peu technique mais qu'il conviendrait de regarder, et une question plus polémique sur la spécialisation des banques. Est-ce qu'il faut que les banques continuent à faire tous les métiers ou bien est-ce qu'il faut des banques plus spécialisées avec des niveaux de fonds propres et de risques adaptés? Merci beaucoup.